Voilà, donc maintenant on va démarrer notre troisième partie qui est dévolue à des cas cliniques sur la chirurgie dite combinée, greffe de cornée, macula et glaucome. Ce programme a été chamboulé, car nous sommes tous bouleversés, vous le savez, par la disparition de Ramin, qui devait parler ce soir. Dans Ramin, il y a Ami, c'était l'ami de tous, et je crois que Alice lui rendra un hommage dans quelques minutes quand elle va commencer à parler. Je n'en dis pas plus. En tout cas, bienvenue en tout cas à Pierre-Yves, à Alice et Diane qui restent sur le podium. Donc, je vais continuer avec des cas cliniques. C'est mon thème du soir. Donc, j'ai deux cas cliniques. Un premier cas clinique de cornée irrégulière. Donc, il s'agit d'un patient de 64 ans qui est expert comptable, qui bricole, qui fait comme d'habitude la randonnée, du ski et tous les sports de la région, qui a une acuité visuelle à 9 dixièmes par une O2 à droite et 5-6 dixièmes à gauche, et qui présente donc une cataracte corticonucléaire bilatérale et au niveau de son œil gauche, un petit ptérygion nasal. Donc voilà sa topographie à droite qui retrouve un astigmatisme de moins de 0,5 dioptrie avec une bonne cataracte, une topographie assez normale. Et voilà la topographie au niveau de l'œil gauche et on voit une image un petit peu tronquée au niveau de la zone de ptérygion avec un astigmatisme plutôt irrégulier de quasiment 2 dioptries qu'on retrouve sur le placido et la topographie d'élévation. On voit que le reste de la topographie d'élévation est complètement normale, c'est purement kératométrique antérieure. Donc voilà les biométries. La biométrie au niveau de l'œil gauche est homogène. Elle retrouve toujours cet astigmatisme de quasiment 2 dioptries. Ce patient veut bien entendu une indépendance aux lunettes et avoir une bonne note au questionnaire. Et nous aussi, on va avoir une bonne note au questionnaire de Béatrice. Alors, qui fait quelle chirurgie? Est-ce qu'on fait une chirurgie de cataracte simple, une chirurgie combinée avec l'exérèse du ptérygion et dans ce cas-là, quel type d'implant choisissez-vous? Ou est-ce qu'on fait d'abord une chirurgie d'exérèse, puis la chirurgie de la cataracte? Je vais demander à nos experts, qu'est-ce que vous feriez, vous? Pierre-Yves, tu fais quoi? Il est clair que, compte tenu de la topographie que tu as montrée, je pense que j'enlèverai le ptérygion d'abord. Parce que moi, dans mon expérience, quand les topographies montrent des astigmatismes irréguliers centraux comme ça, on est toujours un petit peu embêté. Et le fait d'opérer proprement le ptérygion permet souvent de régulariser la cornée, de réévaluer la cataracte, de réévaluer l'incidence fonctionnelle de cette cataracte et de repartir sur un projet cataracte mieux ciblé. Si tu regardes ta topographie, ça c'est typique d'un ptérygion, c'est-à-dire qu'il y a un lac de larmes entre ton ptérygion et l'apex optique, si tu vois la partie verte. Donc en fait, c'est pas le ptérygion qui tire, c'est juste une stagnation de larmes. Donc forcément, la kératométrie sera mauvaise, il faut enlever le ptérygion, attendre, remesurer et opérer la cataracte dans un second temps. Si vraiment on est obligé de faire dans le même temps opératoire, alors il faut prendre le méridien vertical, parce que lui, il n'est pas impacté par le ptérygion, faire comme si c'était une sphère et mettre un implant. Mais dans l'idéal, il vaut mieux le faire en 2 temps. Donc, j'ai suivi ces conseils, j'avais le temps. Donc, ça marche plus. Donc, en effet, et la biblio rejoint ce que tu disais, surtout Pierre-Yves, c'est-à-dire qu'on perd la prédictibilité, on fait des erreurs de calcul, un patient qui est exigeant au niveau de son résultat réfractif. Donc, j'ai décidé aussi, moi, de faire une chirurgie en 2 temps, avec l'exérèse du ptérygion, avec autogreffe collée, et réévaluer mon état cornéen. Donc, voilà 1 mois après l'exérèse du ptérygion avec autogreffe de conjonctif collée. Et puis, le résultat à 6 mois, je pense qu'après, il faut se laisser le temps que la cornée récupère. Et on voit qu'en effet, l'acuité visuelle est bien remontée, entre 9 et 10 dixièmes. Et puis, une nette régression, comme on va le voir, de cet astigmatisme ou bien de l'image construite par les larmes. Regarde ton image là. Tu vois le vert là qui est à gauche là. Vous voyez que c'est pas un astigmatisme symétrique, vous voyez, qui devrait être horizontal sur toute la longueur. Vous voyez qu'il est du côté du ptérygion, c'est tout, et pas du tout de l'autre. C'est un lac de larmes qui est entre les deux. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si tu l'enlèves, j'allais dire qu'une semaine après, tu n'as pas besoin d'attendre que la cornée se détende, en fait, tu vois. C'est déjà parti, tu as ta bonne kératométrie, en fait.
Tout à fait. Après, des fois, petites épithéliopathies qui rendent les mesures pas très C'est fiables. vrai, c'est vrai, c'est pour vrai, ça que aussi. C'est vrai aussi. J'ai dit que j'avais le temps. Donc voilà, la même chose sur, en effet, la topographie d'élévation. On retrouve donc des images qui redeviennent complètement normales. On retrouve qu'il n'y a plus d'astigmatisme. Et la biométrie avant-après retrouve un astigmatisme qui devient inférieur à 0,5 dioptrie. Donc là, maintenant, il veut une indépendance aux lunettes. Qu'est-ce que vous le metteriez comme implant à ce patient? Bon, torique, je crois que ça ne se discute plus. On ne met plus un implant torique vu que l'astigmatisme est à 0,4. Multifocal, head-off. Ce qu'on veut. Je continue. Je dis ce que j'ai fait. Dis-nous ce que tu as fait. Donc moi, je trouvais que j'avais bien régularisé la cornée, que j'avais fait disparaître l'astigmatisme irrégulier, j'avais fait disparaître ma contre-indication au multifocal. Le risque de récidive quand même de ce ptérygion avec cette technique chirurgicale est minime. Donc le patient, c'était un exigeant visuel aussi sur la vision de près. Je suis partie sur un implant multifocal. Et donc voilà, je lui ai mis un multifocal diffractif et il se retrouve avec une acuité visuelle à 10 dixièmes avec un très bon résultat réfractif. Le patient était content. Jusqu'à maintenant, il est content. Voilà, c'était le premier cas clinique et j'ai un deuxième cas clinique, donc un petit peu plus technique sur les dystrophies de cornée. Donc c'est une femme qui a 71 ans, qui est médecin généraliste et qui présente une cornée agutata, qui m'a été adressée à 2 mois d'une chirurgie de post-chirurgie de cataracte avec implantation multifocale et décompensation de sa cornée agutata. Elle se retrouve avec une acuité visuelle à 3 dixièmes, catastrophée. Donc là-dessus, à 2 mois, moi, j'attends. La cornée était épaisse à 682 microns. J'ai temporisé, je lui ai laissé 6 mois pour récupérer. Bon, à 6 mois, c'était toujours pas terrible, toujours 3 dixièmes. On a gagné un petit peu sur l'épaisseur cornéenne, mais là, c'est quand même, ça présage d'une mauvaise récupération. Donc voilà le mapping pachymétrique qui retrouve une nette élévation de l'épaisseur cornéenne sur la totalité de la cornée, encore plus en regard de l'incision. Un OCT maculaire qui est correct, toujours se méfier de l'œdème maculaire, et puis un spéculeur qui trouve une absence totale de cellules au niveau de l'œil droit, avec un œdème même qui crée cet aspect de lissage, et puis à gauche des gouttes complètement confluentes, on n'arrive plus à avoir une cellule endothéliale. Mais une cornée qui était encore d'épaisseur correcte. Alors voilà, qui fait quoi? Est-ce qu'on explante l'implant multifocal pour mettre un monofocal et on fait une DIMEC, ou on fait juste une DIMEC? T'avais une DIMEC, et toi, tu fais quoi, Marc? Juste une DIMEC, il va retrouver sa multifocalité probablement, si le résultat est bon. Enfin, moi, dans mon expérience, ça marche pas mal. Ce qui pose d'ailleurs le problème pour savoir ce qu'on fait pour le deuxième œil. C'est exactement le problème. Tu fais pareil? Bon. Oui. Ou la cataracte à gauche. Bon, ça c'est... Donc moi, je suis partie comme toi sur une greffe endothéliale à droite. Et donc voilà, à 6 mois de sa greffe endothéliale à droite, en effet, la cornée a très bien récupéré. On a un résultat réfractif qui est impeccable, l'implant multifocal qui fonctionne, un spéculaire qui monte un bon nombre de cellules. Donc la patiente est très contente en fin de compte. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec son œil gauche? Elle a une myopie de moins 4,75, donc on ne peut pas la laisser comme ça. 4 dixièmes par Ino 2, un début d'œdème qui s'installe, une cataracte corticonucléaire. Est-ce qu'on fait la DIMEC? Est-ce qu'on fait une facodimec? Facodimec. Facodimec. Tu fais une facodimec? Alors, écoute, là, moi, ça dépend des... Moi, j'aime bien dissocier le plus possible, tout Tu as en un associant œdème, encore ça. Tu as un œdème. Hein? Tu as parlé d'œdème, hein, là. Il y a un début d'œdème, oui. Combien? Quelle pachymétrie? La pachymétrie, t'as combien? Je ne sais plus si je l'ai mise Bon, derrière. en gros, si c'est à 630, 40, avec déjà un œdème constitué, je fais une combinée. Sinon, j'essaie de séparer. Mais le problème, c'est plutôt l'implant. Qu'est-ce que tu mets comme implant? Voilà, donc l'intérêt de faire une triple procédure, il faut savoir quand même que le taux de rebubbling, détachement, perte de cellules endothéliales et de maculaire est le même. La récupération, quand on fait une triple procédure, elle est plus rapide. Après, c'est sûr que si on fait que la DIMEC, on va favoriser l'évolution de la cataracte. Bon, ça fait gagner du temps, logistique, économique, confort du patient. Et la chirurgie de cataracte, si elle est bien faite en étant précautionneux, il y a une faible perte de cellules endothéliales. Par contre, à l'inverse, il y a un risque de la phaco sur la DIMEC, la biométrie est moins fiable, les résultats réfractifs sont moins fiables, et le choix de l'implant, le torique qui risque de tourner, et head-off multifocal, un risque d'erreur réfractive et un risque de traitement post-chirurgie avec du laser un peu compliqué. Donc elle habite loin, elle est active, pressée, et puis au vu de la stabilité des paramètres à droite, je suis partie comme vous sur une chirurgie malgré tout combinée. Et là, qu'est-ce qu'on choisit comme implant?
Multifocal, head-off, un piggy bag en 2 temps, un monofocal plus. C'était sur les directeurs ou non directeurs, tu sais? Et bien là, c'était pas facile de savoir, étant donné qu'elle avait été en œdème. Des cas comme ça commencent à apparaître. Et j'ai un associé qui a été confronté à ça, où il a été prudent, il a mis un monofocal. Et le patient lui en veut à mort d'avoir mis un monofocal. Donc maintenant, il va peut-être mettre un piggyback multifocal, ou pas, ou rien, ou botter en touche. Mais ça pose des vrais problèmes, parce que finalement, l'ADMEC permet de retrouver une bonne multifocalité. Donc il est enfin à l'attendu qu'il n'a pas eu depuis le début, mais qu'on avait dû lui promettre avant. Parce qu'avec une Guttata comme ça, forcément, la multifocalité ne devait pas être parfaite de toute façon, même si la chirurgie s'était mieux passée. Et là, je sais pas, je suis en train de changer, peut-être que je mettrai un multifocal. Enfin, c'est à discuter. Moi, Toi, tu vas rester sur un monofocal. Je n'ai mis que des monofocaux. Que va devenir sa cornée dans quelques années, si ça redécompense un peu, tu vois. Est-ce que ça ne va pas perturber un éventuel implant multifocal déjà placé? Il faut penser à long terme. Je pense que le patient, s'il perd vraiment sa vue à cause de sa cornée, il est déjà content de la récupérer. Donc avec une bonne qualité optique, voilà. Après, c'est vrai que je suis pas le plus... En fait, le problème, c'est que là, il peut comparer les deux. En fait, c'est clair que s'il n'y avait pas eu le premier œil, moi, je mets que des monofocaux en cas de Je pense qu'il faut faire une étude, effectivement, rétrospective. Mais quand c'est comme ça, je pense qu'il faudrait qu'on reprenne toutes les DMEC sur un plan multifocaux, voir ce que ça donne, parce que le deuxième œil, il n'est jamais simple à décider, en fait. Et du coup, question pour les experts, donc sur les patients qui ont des cataractes à opérer et des cornées à Guttata, mais plutôt débutantes, avec quelques gouttes et pas vraiment encore d'œdème installé, est-ce qu'on peut se poser la question des multifocales ou est-ce que c'est une contre-indication absolue, en fait, pour une projection dans l'avenir? Écoute, j'ai des réponses derrière, je pense à ta question, et comme ça on en rediscute après. Donc, je pense que le piggy bag, l'implant qu'on met devant, il est hydrophile. Ça, c'est pas une bonne idée. Je l'ai mis comme ça parce que ça pouvait être une idée. Il y a une revue de la littérature où ils ont mis des multifocaux, où ils ont mis des head-off, mais souvent en 2 temps, et les toriques. Les toriques, ils tournent plus que classiquement. Les multifocaux, les résultats sont moins bons, et les head-off, l'étude de Price, quand même, montre un très bon résultat et une prédictivité qui n'est pas si mauvaise avec une bonne satisfaction patient. C'est toujours ça ce qui nous importe. Donc l'intérêt de mettre un temps, alors on va partir plus sur l'head-off, confort du patient, satisfaction à 77% dans son étude, une alternative acceptable en termes de qualité de vision. Bon, c'est sûr que de l'autre côté, il y a un risque de rejet de la DMEC, d'un échec, une biométrie moins fiable, les résultats, et puis les retouches limitées, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc moi, au vu donc de tous les paramètres de l'œil droit qui n'avaient pas tant bougé et qui ont bien récupéré, là, mes biométries étaient relativement homogènes. C'était un implant qui était non torique. Je suis partie sur une phaco DMEC avec head-off. Et donc, à 1 mois, elle avait déjà bien récupéré. Et à 6 mois, en fin de compte, elle retrouve un bon résultat réfractif, 9/10 par Ino 2. Et on voit qu'en fin de compte, en pré-op et en post-op de son œil gauche, on a eu un tout petit, à peine mouvement de la cornée. Pourtant, on incise à 2,4 pour l'injecteur de DMEC. Une petite élévation de la face postérieure et on a gagné sur l'épaisseur cornéenne. Donc on avait établi ce tableau l'année dernière, c'était un espèce de consensus de plusieurs médecins sur les contre-indications sur les implants multifocaux ou les head-off, et on était tous d'accord sur le fait qu'on ne met pas de multifocaux ni d'head-off sur une dystrophie de cornée ou sur un astigmatisme irrégulier. Et là je me dis on peut peut-être se reposer les questions, si la dystrophie de cornée elle a été stabilisée par une chirurgie correcte, peut-être qu'on peut se permettre un head-off aujourd'hui. Et puis, si on a réussi à régulariser l'astigmatisme et à traiter le problème cornéen, peut-être même se permettre jusqu'à un multifocal. Ça, la discussion est ouverte. Voilà. Bonjour à tous. On n'a pas de souris. Alors, puisqu'on parle des chirurgies combinées aujourd'hui, greffe et cataracte, je fais une petite introduction pour vous rappeler quand même qu'aujourd'hui, 3/4 des greffes sont endothéliales. Et donc, quand on réalise aujourd'hui, vous pouvez lancer la vidéo, quand on réalise des greffes endothéliales aujourd'hui en combiné,
eh ben, on ne se souvient plus de ces fameuses chirurgies combinées qu'on faisait sur greffe transfixiante, où on voyait ce cristallin qui sortait, si ma vidéo fonctionnait correctement. Voilà, où on voyait cette pression, etc. Voilà. Et donc, vidéo suivante, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est une vidéo qui est à droite qui remonte à 10 ans. On peut passer à la suivante, où maintenant, depuis plus de 10 ans maintenant, les chirurgies combinées permettent d'opérer avec peu d'astigmatisme résiduel. Voilà, bon, on va passer. Je ne sais pas si les ordinateurs fonctionnent correctement. Diapositive suivante. Oui. Cataracte. Alors, peut-être quand même redire que dans ces chirurgies combinées, cataracte, greffe, on avait publié avec Guillaume Boutillier et sous l'égide de la Saphir le résultat réfractif post-opératoire. Vous vous rappelez qu'en général, on avait une hypermétropisation, vous voyez, en général 0,90 dioptrie, et qu'il fallait en tenir compte lorsqu'on opérait nos patients de chirurgie combinée. Ça, c'était montré sur cet histogramme qui montrait la dispersion des hypermétropisations des patients. On avait attribué cela à une modification de la face postérieure. Alors maintenant, c'est l'occasion de vous présenter le cas d'une patiente de 50 ans. Elle présente un ICE syndrome. Elle a été opérée de 2 trabéculectomies et puis vous voyez qu'elle a été opérée d'un Preserflow en 2022 qui fonctionne à peu près correctement. Et elle est adressée pour décompensation endothéliale plus cataracte. Donc vous voyez l'iris qui est en position dilatée mais qui ne bouge pas, qui est fibrosé. Et donc, quelle intervention réaliser? Alors, je vois qu'on se tournait vers les experts. Qu'est-ce que vous faites dans cette situation-là? En tout cas, pas une perforante, parce que là, je pense qu'une endothélie, elle fonctionne. Après, il faut voir juste si elle est en un temps ou en 2 temps avec la cataracte. Mais... Moi, j'aurais tendance à faire une chirurgie combinée pour se faire de la place, parce que cet œil glaucomateux, il va pousser, donc la chirurgie de greffe endothéliale ne va pas être simple. Donc si on se fait de la place en opérant le cristallin, d'une part, on va faire baisser la pression, en plus, on va se faciliter le geste. Alors, la difficulté opératoire, effectivement, dans ce cas-là, c'est que l'iris, il va rester dilaté comme ça. Et donc, l'implant que vous allez mettre, il va se rapprocher de la cornée, d'autant que tout ce que vous allez mettre comme infusion va passer dans votre Preserflow et vous allez voir au cours de la chirurgie augmenter la bulle conjonctivale. Pour moi, c'est important. Vous savez que je suis un grand promoteur de la greffe endothéliale avec l'endothélium à l'intérieur du greffon. Et vous imaginez que si vous avez votre greffon enroulé avec l'endothélium à l'extérieur, vous avez l'implant qui va le scotcher à la cornée. Alors, je suis désolé, j'espère que la vidéo fonctionne. Et je choisis de faire une chirurgie combinée, phacoexérèse, greffe endothéliale, en commençant par la cataracte, donc par une incision de 2,4 mm. Puis vous allez voir qu'au fur et à mesure d'intervention, on a la conjonctive qui gonfle de plus en plus. On implante. Donc on va retirer l'endothélium. Et ce type d'iris, vous ne pouvez pas faire de plastie aérienne. Il faut abandonner cette idée sur un ICE syndrome de faire une plastie aérienne. Ça ne fonctionne jamais, vous allez arracher l'iris et de toute façon, ça va continuer à bouger avec les années. Donc voilà, on injecte le greffon avec l'endothélium à l'intérieur, si bien qu'il n'y a que la membrane de Descemet à l'extérieur. Comme on est en athalamie, donc on est posé sur le cristallin, sur l'implant, eh bien, il faut fermer l'incision. Et petit à petit, par injection d'eau puis d'air, vous allez voir que le greffon va se dérouler petit à petit, sans jamais
avoir de contact entre l'endothélium et l'implant qui est juste en arrière. Vous voyez juste la petite bulle et vous allez voir dans la partie supérieure que la face desmétique touche sur l'implant au fur et à mesure qu'elle se déploie. Et vous avez ce fameux PreserFlow dont je ne suis jamais très content de la présence quand même, parce qu'on peut penser qu'il y aura quand même quelques années après des possibles décompensations. Vous voyez, où on arrive quand même à glisser notre membrane desmétique entre le PreserFlow et la cornée. Juste avant de passer à l'autre cas clinique, Alice, toi qui es experte du glaucome et qui doit mettre des PreserFlow régulièrement, est-ce que quand il y a un risque de décompensation, tu as tendance à les mettre derrière l'iris, qui se dit un petit peu maintenant? Oui, c'est une vraie question, parce qu'on n'a pas encore des dizaines d'années sur ce type de dispositif et sur le PreserFlow dans ce cas-là. Donc on a toujours cette petite angoisse en fait derrière la tête. Et quand c'est possible, on peut le positionner en effet derrière l'iris dans le sulcus. Alors c'est un peu plus technique. C'est plus difficile aussi pour la surveillance après, mais ça peut être une option chez les patients qui sont potentiellement à risque de greffe plus tard, ou voire dans l'autre sens quand on a des patients qui sont déjà greffés et qu'on doit opérer dans du glaucome, parce que voilà, il y a des pathologies qui sont souvent concomitantes. Bon, effectivement, personnellement, je mets toujours ces drains en arrière de l'iris, voire dans le vitré, quand il y a eu une vitrectomie déjà. Et le problème du PreserFlow, c'est pas que son positionnement champ antérieur, c'est la partie conjonctivale. On va dire que ça se fibrose assez souvent sur le plan conjonctival. Il faut y retourner régulièrement. Je dirais que personnellement, je suis un petit peu déçu. On a été un peu, au début, on a eu un petit peu d'espoir parce qu'il y avait cette facilité opératoire, mais malheureusement, facilité opératoire ne rime pas toujours avec bon résultat final. Deuxième patiente, 66 ans, kératoplastie transfixante pour kératocone il y a 35 ans. Vous voyez qu'elle a eu un implant torique clippé à l'iris il y a 15 ans, et puis elle a un début de décompensation et une cataracte. Donc, qu'est-ce que vous faites alors? On peut toujours faire plein de solutions de toute façon. Il faut déjà enlever cet implant et le clipper en face postérieure d'iris. Et puis après, en fonction de la cornée, voir s'il faut... Donc il y a une cataracte en arrière. Oui, Un implant fac. Oui, c'est un implant fac, pardon, j'étais sûr. Moi, je pense que je serai en deux temps, je sortirai l'implant pour évaluer, parce qu'il était torique cet implant. Oui. Donc, on peut éventuellement faire en deux temps pour avoir un meilleur calcul biométrique derrière, et puis après faire une phaco-DIMEC un petit peu plus prédictible. Si, la cornée est décompensée. Comment on sort l'implant? Par voie sclérale tunnelisée. Parce que dès qu'on sort par une incision de 6 mm, on va quand même être embêté pour tout le reste de la chirurgie. Sclérale. Bon, ben on passe à la diapositive suivante avec la vidéo. Après, chacun peut faire à sa façon, comme on dit. Hein. C'est pas en une fois, en deux fois. Là, c'est juste dire ce que j'ai fait sur ce cas-là. Voilà. Donc, je fais une incision sclérale pour retirer l'implant torique parce qu'il faut quand même 6 mm. Et je ne vais plus l'utiliser ensuite, cette incision, pendant la chirurgie du cristallin. Donc, on va déclipper l'implant. Bah oui, non, là, je l'ai faite sans elle. Là. Voilà, je repasse ailleurs pour la chirurgie du cristallin. Et puis, en fait, elle a un astigmatisme relativement irrégulier. Et donc, on va choisir de positionner un implant sténopéique. Mais le problème des implants sténopéiques, c'est la capsulotomie post-opératoire, qui n'est pas toujours facile à faire. Donc, je fais une capsulotomie postérieure pour éviter cet inconvénient. Et une fois que j'aurai fait la capsulotomie postérieure, je vais pouvoir positionner dans le sac l'implant sténopéisant. Donc, on fait une petite ouverture capsulaire postérieure à l'aiguille.
un capsuleur excis postérieur de plus petite taille. Et ensuite, on va pouvoir... Vous voyez, il est plus grand, en fait, il faut 3,5 mm d'incision. Donc, je reprends l'incision sclérale pour mettre l'implant. Je retire l'endothélium. Alors, on aurait pu le faire en 2 fois. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Voilà. En l'occurrence, là, je n'ai pas décidé de faire une DIMEC, j'ai fait une nano-SIN DSEK. Les problèmes d'adhésion de greffon après greffe transfixiante de cornée sont quand même plus importants qu'après sur une cornée normale. Et donc, on peut se poser la question de ne pas faire forcément de DIMEC chez ce type de patient. En l'occurrence, se servir d'un placido péropératoire est toujours intéressant. Et on peut éventuellement, comme ça, des années après, éventuellement positionner quelques fils de compaction, on va dire, qui vont maintenir une cornée avec une régularité un peu meilleure. Vous voyez le placido qui est bon, on va tirer en fonction. Voilà. Alors, j'ai dit post-op. Oui, donc la patiente, vous voyez, elle a 8 dixièmes avec 55 moins 3 plus 1, 25. Et puis surtout, vous voyez qu'un greffon manuel ne veut pas dire un greffon extrêmement épais. Vous comparez ici l'épithélium avec son épaisseur à 50 microns et vous comparez le greffon endothélial qui n'est pas une DIMEC avec son épaisseur également qui ne dépasse pas 50 microns. Donc ne pas dénigrer les greffes un peu plus épaisses et se poser pourquoi pas l'intérêt de l'implant sténopisant, ce qui est toujours difficile à évaluer. Est-ce que c'est mieux ou pas? Est-ce que si on avait mis un implant sans trou sténopé, ça aurait marché aussi bien ou pas? La difficulté est souvent là parce que le patient a une cataracte et en l'occurrence un problème endothélial associé. J'en parlerai au cours du symposium peut-être demain à ce moment-là puisqu'il y a un symposium Bosch et Lombe. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore. Merci Marc, et on va passer à la session glaucome. On va lancer le diaporama sur le. En fait, on va faire la rétine d'abord parce qu'on, voilà, dans l'ordre. Et c'est un petit peu, on est un peu triste ce soir. Je pense que la tristesse ce soir, elle est assez proportionnelle à la joie, en tout cas que je me faisais moi de vous présenter Ramin Tadayoni ce soir. C'est difficile d'en parler. En fait, on a construit cette session. On peut mettre le diaporama avec les. Voilà, super. On a construit cette session en décembre et j'ai envoyé un message à Ramin le 26 décembre, le matin, pour commencer à faire le programme. Et il m'a répondu, je pense, à peu près en 3 minutes, avec un mot super adorable. Je me fais une joie de venir à la Saphir, alors que ce n'est pas son environnement habituel. Et puis un petit mot pour Noël et pour les enfants. Donc il n'y a pas assez de mots, je pense, pour décrire la grandeur de ce que Ramin a fait. Je peux juste dire que c'est un esprit brillant. Je ne le connaissais pas énormément, mais chaque fois que je l'ai vu, j'ai été éblouie par sa vivacité d'esprit et son intelligence. C'est le genre de personne qui, quand il rentre dans une salle, tout de suite illumine l'assemblée. Voilà, il avait les idées claires et c'était très, très inspirant de le côtoyer. Il était à la Fondation Rothschild depuis quelques années et il avait créé l'Institut de la myopie qui est un peu le pont pour nous entre le segment antérieur et la rétine. Et on va essayer de poursuivre son action. Et je vais terminer juste en disant un petit mot à son équipe, voilà, qui continue de faire son travail et de poursuivre voilà, son travail scientifique et aussi de transmettre toute la gentillesse qu'il avait profondément en lui. Et je remercie aussi évidemment très chaleureusement Pierre Gascon d'avoir accepté de participer à cette session sur la rétine.
et qui a donc la lourde charge de nous parler de rétine en étant le seul rétinologue ce soir. On a un peu réfléchi à la situation et on s'est dit que Ramin n'était pas remplaçable ce soir et voilà, que toutes nos pensées allaient vers lui, sa famille, et que voilà, on allait traiter la rétine entre nous sans lui. Pierre, je t'en prie. Alors on va... Je ne sais pas si vous m'entendez. Je te laisse commencer, Pierre, avec les maculopathies, puis on va balayer un petit peu différents aspects de la rétine. Donc merci à la Saphir pour l'invitation, merci à Alice pour effectivement toute l'organisation qui a été chamboulée récemment. Donc effectivement, M. Dayani, il est irremplaçable et pour nous en rétine, c'était une personne qui était pionnière, c'était impressionnant et le vide qu'il va laisser, alors que moi j'étais à distance, hein, j'étais très honoré de participer pour la première fois avec lui à une table ronde. Voilà, ça va être un vide immense. C'était une personne lumineuse et d'une synthèse synthétique qui était, pour moi, en rétine, c'était irremplaçable. Donc voilà, c'est vrai que je suis assez marqué alors que je connaissais peu, donc j'imagine vous qui étiez au quotidien avec lui, ça doit être un grand vide. Donc on va essayer de parler quand même de cataracte et de maculopathie. Donc on est tous orientés en fonction de notre sous- ou sur-spécialité, selon comment on se place quand on fait une chirurgie de cataracte. Et donc c'est vrai que nous, très rapidement, on va orienter notre interrogatoire sur le syndrome maculaire, on va faire un examen complet et toute une batterie d'examens avec biométrie, comptage, etc. La question, c'est de savoir est-ce qu'un OCT en bilan d'une cataracte est obligatoire. Alors c'est vrai que nous, dans notre centre, c'est vrai que c'est une question qu'on ne pose même pas, hein. Tout patient qui vient a un OCT, mais c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Et donc aujourd'hui, en 2024, quand on se pose une question, c'est vrai que souvent on la pose à ChatGPT pour essayer d'avoir une réponse, claire. Et donc là, la réponse est un petit peu nuancée. On nous dit que oui, c'est un examen indispensable, mais que c'est nous qui choisissons si on le fait ou pas. Et donc finalement, est-ce qu'on le fait réellement par volonté ou est-ce que c'est presque une obligation ? Il y a certains biomètres où en fait il y a l'OCT qui est fait systématiquement pour voir en fait si le patient fixe bien. Et j'ai même un de mes collègues qui est plutôt spécialisé dans la partie antérieure de l'œil, qui a l'OCT un peu accessoire et qui en fait cote un OCT lorsqu'il fait un biomètre avec cette machine-là, parce qu'il part du principe que cet OCT est fait. Et il me dit oui, mais avec cet OCT-là, il est de tellement bonne qualité qu'on peut avoir donc des informations sur la macula. Et donc moi, ça me permet de traiter ces patients. Donc l'OCT, là, c'est un patient de l'hôpital, il est fait systématiquement à l'hôpital, et donc c'est un de mes collègues du segment antérieur qui reçoit ce patient-là, adressé pour chirurgie de cataracte. On lui fait un OCT, et sur cet OCT, on détecte une maculopathie. Donc, directement, il s'occupe de ce patient-là. Et donc, chez vous, qu'est-ce que vous auriez fait ? Est-ce que vous auriez traité ce patient, fait des examens complémentaires, fait une chirurgie de cataracte, puisqu'il est adressé pour chirurgie de cataracte ou, Alors, les segmentistes antérieurs, est-ce que vous auriez fait la chirurgie de la cataracte ? Vous l'auriez adressé pour un avis ? L'acuité visuelle qui n'est pas trop effondrée. Abstention. Tout va bien. Oui, la part de la cataracte par rapport à la rétine semble pas très importante, donc moi aussi je temporiserai, je surveillerai. J'ai pas grand-chose de plus à dire. En fait, faut déjà lui expliquer la situation et de toute façon, c'est facile de le revoir dans un an, de voir le delta entre les deux. S'il commence à être plus embêté, que l'image maculaire ne bouge pas, ce sera plus facile sur un an de lui expliquer la situation et d'aller à la cataracte en l'ayant éclairé un peu plus sur son problème maculaire. Donc exactement, il ne s'est pas du tout jeté sur la cataracte. Donc on note donc c'est des DEP avec du gris. Il y a une adhérence vitromaculaire qui peut être retrouvée dans le cadre en fait d'MLA exudative. Mais on a quand même un petit doute, il n'y a pas forcément plus d'examen qui est fait. Et donc il est décidé, en fait, mon collègue décide de lui faire des injections mensuelles avec une phase d'induction, ne pas opérer la cataracte, et donc il fait des injections mensuelles. Après la phase d'induction, l'acuité visuelle est sensiblement la même, le patient ne retrouve pas spécialement d'amélioration ni d'aggravation, et il continue ses injections mensuelles.
Et finalement, je le vois 6 mois après parce qu'il n'y avait pas de changement. Et donc là, on commence à faire une batterie d'examen un petit peu plus important au niveau de la rétine. Et donc on lui fait l'angiographie au VIC et en fluo et l'OCTA. Et en fait, sur l'OCTA, au niveau maculaire, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, sur le B-scan de l'OCTA, on n'a aucun flux d'activité néovasculaire chez ce patient-là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est un DEP drusinoïde avec des petites altérations en fait, sur les clichés infrarouges qu'on pourrait voir d'emblée. Et c'est des érosions de l'épithélium pigmentaire qu'on peut voir en supérieur avec du matériel. Et donc ça, c'est pas une DMLA active, c'est une DMLA intermédiaire qu'il ne faut absolument pas du tout traiter. Donc on arrête les injections, on l'informe que si le patient est gêné, il peut être opéré de cataracte, c'est un des leviers sur lequel on pourra appuyer. Et donc on le renvoie vers mon collègue qui l'opère parfaitement de cataracte. Et finalement, 1 an en fait, après la prise en charge, avec 6 mois d'injection et 6 mois de non-injection, l'OCT maculaire, lui, bouge absolument pas. Donc on est plutôt rassuré, mais on continue à le suivre, nous aussi, dans le secteur rétine, parce qu'on sait en fait qu'il peut y avoir des aggravations. On sait que ces DEP drusinoïdes peuvent développer d'authentiques DMLA tardives. Et en fait, ce qu'on fait, donc on multiplie en fait ces examens. Donc l'OCTA au niveau fovéolaire ne bouge pas, on est plutôt rassuré. Et en fait, quand on voit, si ça passe, quand on voit en fait sur le C-scan de l'OCTA, alors ça va peut-être passer, mais ici en fait on voit une plaque néovasculaire qui est interpapillomaculaire extrafovéolaire. Donc on va le voir sur peut-être. Voilà. C'est pas passé. Et en fait, c'est à ce niveau-là qu'il y avait un néovaisseau, un authentique néovaisseau, qu'il va falloir à ce moment-là traiter. Donc la question légitimement qu'a pu poser ce patient, c'est en fait ce qui va nous intéresser dans le cadre de la DMLA, c'est est-ce que ce néovaisseau-là était présent auparavant? Donc en fait, si on ne fait pas d'OCT systématique, eh ben, on n'est pas en mesure de lui répondre. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un OCT systématique. Et la deuxième chose, c'est est-ce que c'est votre intervention de la cataracte qui a provoqué ce néovaisseau-là? Parce qu'il y a des discussions qui peuvent avoir lieu dessus. Et donc là, on va voir par la suite que ce n'est pas si clair que ça. Donc une des questions qu'on peut se poser, c'est chez les patients qui ont une authentique DMLA, est-ce qu'il y a un intérêt à faire la chirurgie, vu que c'est 2 pathologies qui peuvent arriver en même temps, hein, avec l'âge, c'est une prépondérance de la DMLA dans 8 à 25% des cas, entre 75 et 85 ans. L'intérêt de la chirurgie, ce qu'on va essayer d'obtenir, c'est une amélioration de la qualité de vie, une amélioration de l'acuité visuelle. Et bien, donc, chez les patients qui ont une bonne acuité visuelle, qu'ils aient ou non une DMLA, on sait qu'il va y avoir une amélioration en fait, significative de la qualité de vie, d'autant plus que cette chirurgie est réalisée précocement, c'est-à-dire avant d'avoir une baisse d'acuité visuelle mesurée à 5/10, et ça dans tous les groupes. Donc bien évidemment, oui, il y a un intérêt à faire la chirurgie chez les patients qui ont une DMLA, en termes d'acuité visuelle, de gain, de champ visuel, de qualité de vie, d'autant plus qu'il s'agit d'une forme précoce de DMLA, avec un âge donc inférieur à 80 ans. Tout à l'heure, le professeur Muren parlait en fait de pronostic à long terme chez les patients. Ici, dans la DMLA, on est dans le long terme. On l'a atteint, ça y est. C'est les patients pour lesquels nos résultats vont être un petit peu moins sélectifs que les vôtres à obtenir par la suite. Donc, il va falloir essayer d'agir rapidement chez le patient, mais tout en encadrant la chirurgie. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir encadrer une chirurgie? Est-ce que, donc, pour le cas du début, si on avait pensé qu'il y avait un authentique néovaisseau, est-ce qu'il était légitime de faire et la cataracte et les injections intravitréennes d'emblée? C'est une question qu'on peut se poser chez les patients qui viennent nous voir d'emblée. Donc, à main levée, qui va faire chez un patient qui a une néovascularisation maculaire de type 2 avec un œdème intrarétinien, du fluide sous-rétinien et une cataracte, qui va d'emblée faire la cataracte puisque le patient est gêné, plus des injections intravitréennes le même jour, en phase d'induction. Voilà. Bon, a priori, personne, c'est bien évidemment ce qu'il faut faire. La chirurgie de la cataracte, elle peut être complètement différée, alors que la néovascularisation, elle doit être traitée dans les 7 jours. Ce qu'on sait, c'est qu'il vaut mieux traiter des lésions dans un premier temps, puis secondairement, une fois qu'elles sont toutes équilibrées, en fait, s'occuper de la chirurgie de la cataracte, et ça a été montré dans différentes études. Donc il faut d'emblée faire la phase d'induction, on traite. Une fois que le patient est stabilisé, on fera la chirurgie de la cataracte. Il n'y a pas plus de progression de risque, par contre, donc ça c'est important à dire aux patients. Ça a été montré que dans les petites études. Mais dans les grandes études, en fait, il y a eu des études qui ont montré en fait, qu'il y avait une aggravation de la DMLA suite à l'opération de la cataracte, et d'autres qui ont montré qu'il y avait une aggravation, qu'il y avait par contre une non-aggravation. Donc c'est assez compliqué de pouvoir donner une conduite à tenir claire
chez ces patients. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut les traiter une fois qu'ils sont parfaitement encadrés. Juste pour la démêlée atrophique, une petite particularité, les patients, nous, on les voit souvent, ils ont un stade d'atrophie assez sévère et ils nous demandent est-ce qu'ils peuvent être opérés de la cataracte ou pas. Donc la réponse, c'est bien évidemment oui, c'est le seul levier sur lequel aujourd'hui on peut agir pour leur faire gagner en vision. Ça va leur faire améliorer en vision des couleurs, vision des contrastes. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention en fait, au timing chez ces patients-là. S'ils sont intéressés en fait, pour participer à des études cliniques et des études qui vont nécessiter qu'ils soient pseudo-fac, des études qui vont nécessiter en fait qu'il n'y ait pas d'intervention au cours du suivi, ou d'autres qui soient fac. Et donc là, je dois cette vidéo au professeur Conrad, qui en fait a fait un implant télescopique chez un patient qui avait une atrophie maculaire. Donc là, l'incision est assez large en sclérale, et ça permet en fait une magnification au niveau maculaire et de récupérer une acuité visuelle qui n'est pas chiffrable, mais qui pour le patient améliore en termes de qualité de vie. Les résultats qu'on a pour l'instant, c'est assez impressionnant. Tu veux dire, Pierre, qu'on peut opérer la cataracte les patients qui ont une démêlée atrophique. Ouais. Parfois, on se pose vraiment très sérieusement la question du gain qu'on va avoir derrière. Mais... Non, je pense que oui. c'est clairement quelque chose sur lequel on peut appuyer pour leur rendre une autonomie. Et donc, ils vont être très satisfaits de la vision des couleurs, de la vision des contrastes, de la clarté. Et c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas du tout avoir peur d'appuyer, bien au contraire. Alors, est-ce que tu peux nous dire rapidement pour les autres maculopathies ce qu'on peut faire ? Donc, ce qu'on fait, si on fait un OCT systématique, on va souvent avoir un problème d'interface. Les membranes sont retrouvées chez 10 à 30% des cas. Les trous maculaires, on sait qu'il faut les opérer, mais la question, ça va être dans le cas des membranes. On a un patient qui est adressé pour cataracte, il a une membrane. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce qu'on sait, c'est que la chirurgie uniquement de membrane va provoquer une cataracte dans l'année, donc le patient, lui, peut être un petit peu déçu. Donc, peut-être que faire une chirurgie combinée dans un premier temps, ça peut être bénéfique pour le patient, pour la Sécu, etc. Tous les résultats, en fait, de toutes les méta-analyses, toutes les études, ont montré qu'il y avait des résultats identiques en termes d'acuité visuelle, de résultats réfractifs et de complications de la chirurgie combinée versus la chirurgie séquentielle. Mais ce n'est pas aussi simple que ça en pratique. Donc là, je vous montre ces différents cas cliniques où en fait vous avez le même OCT. Donc ça, c'est un patient à baseline et là, c'est 2 ans de suivi chez ce patient-là. On n'a pas la même attitude en fonction de si le patient se présente à 55 ans, il est fac, il a 6/10 P3 et il se présente avec cet OCT-là ou cet OCT-là. On va bien sûr pas lui proposer de chirurgie combinée dans un premier temps, mais une chirurgie maculaire simple. Là, dans les cas extrêmes, c'est assez simple. La patiente de 65 ans, elle commence à avoir donc une petite cataracte, elle a 6/10 P3 et elle se présente avec cet OCT et cet OCT. Donc, c'est pas forcément ce que vous voyez au quotidien, mais qui opérerait la patiente de 65 ans fac en faisant une combinée avec cet OCT-là ou le deuxième ? Est-ce que, à main levée, qui opérerait la patiente avec le premier OCT en combiné, cataracte et membrane ? Donc 0 dans la salle. Et en pratique, dans un centre de rétine, 100%, on opérerait, puisque en fait, on sait que si on lui laisse la membrane, il va y avoir un risque après d'œdème maculaire cystoïde, un risque d'aggravation, et donc on a plutôt tendance à l'opérer. Là, ça ne se discute pas du tout. Si le patient il a 75 ans, il est fac, il a 6/10 P3, et on fait la même question. Est-ce qu'on va opérer systématiquement avec celle-là ? Donc là, non, ça va dépendre en fait vraiment de l'interrogatoire et du syndrome maculaire que va avoir le patient. Est-ce qu'il a des difficultés d'appréciation des distances, etc. Ici, on opérera. Et à 85 ans, si le patient il est fac, il a 6/10 P3, dans cette situation ou dans cette situation, dans un premier temps, on préférait faire une chirurgie de cataracte et secondairement, en fait, faire une chirurgie maculaire. Sauf si le patient nous dit que ce qui prédomine chez lui, c'est le syndrome maculaire. On ira plutôt volontiers sur celui-là, mais là, on le respectera franchement. Donc c'est quelque chose qui se discute vraiment, il n'y a pas d'attitude bien franche dans ces chirurgies-là. La petite particularité, c'est que donc, les implants multifocaux versus monofocaux ont été évalués chez les gens qui avaient une cataracte. Et pour la chirurgie, par exemple, quand on opère, nous, il y a une difficulté, c'est donc bien sûr la focalisation. Et la seule différence qui a été montrée, il n'y a pas de différence en termes de résultats, de complications ou autres, c'est juste en termes de durée opératoire. En fait, quand on opère un patient qui a un implant multifocal, on va avoir une amorce plus lente que si c'est un implant monofocal. Donc c'est la seule différence que ça peut avoir au niveau maculaire, au niveau périphérie, il y a une grosse différence. Donc sur le mieux fort, je vais... Et
parce que nous, on se pose la question de dissocier le geste pour le type d'implant. Est-ce que, c'est une question, ce ne serait pas judicieux de faire la membrane? Et si tu as un très bon résultat, de te dire, je peux me permettre de mettre un head-off ou un implant premium? Alors, un head-off, oui, mais même en chirurgie combinée, en une fois, on peut mettre un head-off. En revanche, les implants multifocaux, c'est vrai que nous, on est très très peu fans, parce qu'en fait, nous, on ne voit en fait en constatation que les complications des multifocaux. Depuis tout à l'heure, tout le monde est ravi des multifocaux. C'est vrai que nous, en fait, si vous allez dans une session rétine, c'est l'inverse. Et en consultation, on ne voit que les gens qui sont insatisfaits. Et donc, quelqu'un qui a eu une membrane, même si on l'a opéré de membrane, il a 10% de risque de récidive, sauf si on l'a appelé la limitante. Et quelqu'un qui a été opéré de rétine, il a des risques de faire un décollement de rétine. Et opérer un patient qui a un implant multifocal d'un décollement de rétine, c'est plus embêtant qu'un implant monofocal ou qu'un head-off. Donc c'est vrai que nous, les implants multifocaux, on évite. Et donc notamment chez le myope fort, le myope, je vais aller assez vite, on sait qu'il y a des risques de complications qui sont majorées du fait de la jeûne, le risque de rupture capsulaire, le risque de décollement de rétine même standard. Alors chez une chirurgie qui se passe bien, il passe de moins de 1% à 2 à 5%, donc c'est quelque chose qui est très important, notamment s'il se fait opérer jeune. Après, il y a des risques, encore une fois, au niveau maculaire. Il faut faire des OCT systématiques avant chez un myope fort. Vous allez toujours avoir un schisis vitréen dans quasiment 100% des cas. Et donc ça, c'est à évaluer parce que c'est une des gènes qui pourra ressentir par la suite soit les corps flottants, soit en fait l'augmentation d'une traction vitromaculaire. Et au cours du temps, mis à part l'OCT, il n'y a aucun examen qui est aussi bon. Concernant les néovaisseaux, les ruptures de la membrane de Bruch, il n'y a aucune preuve. Et l'Irving-Gass, que ce soit chez le myope fort ou chez tous les patients, en fait, à partir du moment où un patient en préopératoire de cataracte a une membrane, il est statistiquement plus à risque de faire en fait un Irving-Gass. Donc ça, c'est quelque chose qui est évalué aussi de manière assez prépondérante. En péropératoire, bien sûr, on implante systématiquement les myopes forts, ne serait-ce que pour éviter en fait une opacification périphérique. Et donc nous, pour surveiller la périphérie, ça va être plus embêtant. On évite autant que possible les multifocaux, que ce soit en prévention d'une éventuelle chirurgie maculaire. Tous les patients qui ont des drusènes, etc., ils vont avoir une aberration en fait, au niveau de la lentille. S'ils ont en plus une aberration au niveau maculaire, ça va être très embêtant pour eux. J'entendais tout à l'heure, c'était pareil quand il y avait une guttata, on essaie d'éviter. Au niveau rétinien, c'est exactement la même chose. Et après, quelquefois, quand vous opérez, la vidéo ne se lance pas, mais quand vous opérez des myopes forts ou qui ont été vitrectomisés, quelquefois ils peuvent avoir mal pendant la chirurgie, c'est parce qu'en fait, il y a l'iris en fait, qui vient s'approfondir, et ce qu'il faut faire, c'est juste passer, en fait, réévaluer les pressions, et vous passez en dessous, et ça remonte. Donc en conclusion, l'ADMLA, c'est une phase de stabilisation de la maladie. Les IVT péropératoires sont possibles. Si vous faites une IVT une semaine avant, il va falloir raccourcir votre intervalle, parce qu'en fait, il va y avoir un lavage qui va être fait pendant la chirurgie. Dans les DML atrophiques, il ne faut pas hésiter à proposer l'intervention de la cataracte. Si vous êtes dans un centre qui propose des études cliniques, mettez-vous en relation parce que souvent, il y en a qui peuvent répondre à différents critères d'éligibilité. Bien prévenir les patients du syndrome maculaire post-opératoire. Pathologie de l'interface, c'est une grosse discussion à avoir avec le patient. La chirurgie combinée est quand même à faire en priorité. Pour ce qui est du diabète, là j'en parle juste à cet endroit-là, on sait que si le patient a une rétinopathie diabétique, il peut être contrôlé avec la PPR, et si la PPR pour X raison n'est pas possible, avec des injections intravitréennes d'anti-VEGF, vous pouvez la contrôler. Et avec l'œdème maculaire, c'est exactement pareil. La myopie, l'angiographie est à faire bien évidemment au moindre doute. Vérifiez bien la rétine périphérique à chaque fois que vous faites une opération de la cataracte. Et l'Irving-Gass, juste pour remettre au centre que la membrane en fait en préopératoire est un facteur de risque d'avoir un œdème maculaire post-chirurgie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Pierre. Ça a bien remis les idées au clair quand même. Est-ce qu'il y a une petite question rapide pour la rétine ou est-ce que sinon on enchaîne avec notre dernière partie qui est combinée cataracte et glaucome avant de vous laisser profiter du buffet. Ouais, Nicolas, vas-y. Oui. Ah voilà, d'accord. Ouais, parce que ce qui m'a surpris, c'est les 6 IVT avec le doute. Je ne savais pas si vous aviez fait l'angio. Il y a encore une place pour l'angio oui, bien sûr, en 2000. Ouais. Là, c'était juste pour montrer l'OCTA parce que c'est vrai que c'est facilement accessible. Mais j'ai dit qu'on avait fait toutes les angiographies et l'OCTA et qu'il n'y avait aucun signe d'activité. Ouais. Et question, s'il y a un œdème justement qui apparaît sur une petite membrane après la cataracte, le traitement va être uniquement médical, injection, ou est-ce qu'il y a une indication à enlever la membrane secondairement? Alors dans un premier temps, on va faire un traitement médical
et après des injections. Et s'il n'y a aucune activité, on confirme avec une angiographie et très rapidement on va vers la chirurgie. Ouais. Après. Donc on l'enlève quand même derrière. D'autres questions sur la rétine? C'est intéressant quand même. C'est quand même relativement fréquent, hein, les tranches d'âge que tu as dites, effectivement. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Et on part à la partie glaucome. Merci beaucoup, Pierre. Et on enchaîne directement avec le glaucome. Je suis ravie d'accueillir Anna, je t'en prie. Anna Miguel, qui est une brillante glaucomatologue de Normandie, qui est basée entre Avranches, Granville et le CHU de Caen. Et puis professeur Antoine Labbé, qu'on ne présente plus dès 15-20, pour nous parler des cas de glaucome et de cataracte combinés. Parfait, merci. Bonsoir à tous. Un grand merci à la Saphir et à Alice pour l'invitation gentille de parler un petit peu d'une de mes passions, le glaucome. Et j'ai l'honneur et le plaisir de parler avec Antoine Labbé. Donc nous avons fait le diapositif et j'ai un super panneau avec Pierre-Yves Santiago et Étienne que j'ai vu tout à l'heure. Donc quand est-ce qu'on va opérer? On va parler un petit peu, le diapo n'avance pas, si on peut avancer le diapo. On va parler un petit peu de quelques cas cliniques. Voici nos liens d'intérêt. Donc, cataracte qui a une prévalence importante, on fait tous les jours, mais le glaucome est aussi extrêmement prévalent. Donc, il n'est pas surprenant qu'on aille souvent les deux pathologies. Donc, pourquoi pas opérer les deux au même temps? On va voir. Donc, cas clinique qui a été envoyé à professeur Labbé pour un avis de cataracte et glaucome pseudo-spholiatif. Monsieur D, 70 ans, avec une myopie modérée, glaucome pseudo-spholiatif, acuité visuelle à droite 6/10, à gauche 5/10, PIO 16, sous bithérapie à droite et 17 sous bithérapie à gauche. À la lampe à fente, on apprécie pseudo-spholiation, cataracte dans les deux yeux, gonioscopie angle ouvert, effondole qui montre papille en disversion et cap-disque 7/10. Voici les OCT papillaires. Et voici le champ visuel. Donc vous voyez, c'est un champ visuel, on voit qu'on n'a pas trop de dégâts. Même à l'œil droit, on peut considérer ça pratiquement normal. À l'œil gauche, champ visuel altéré. Qu'est-ce que vous feriez, Amos? Qui ferait seulement cataracte peut lever la main. Qui ferait chirurgie combinée, cataracte et glaucome, peut lever la main. Donc c'est un peu mitigé. Et quel type de chirurgie surtout, Anna? Et voilà. Donc nous avons opté pour une chirurgie combinée cataracte et glaucome pour prendre l'opportunité. On a la cataracte là, on peut profiter pour diminuer la quantité de médication, éventuellement améliorer la qualité de vie si on peut, mais on a plusieurs options. Entre les options, comme on a un petit glaucome débutant, contrôlé, stable, on peut faire simplement une chirurgie de iStent, mais Helios, Hydros seraient des options correctes. Cas clinique numéro 2, aussi un avis. Monsieur de 68 ans avec une hypertension artérielle, 6/10 à droite, 5/10 à gauche, et PIO un peu différente ici. Donc là, ça change peut-être de figure. Donc PIO 24 sous trithérapie à l'œil droit avec pachymétrie fine, et à l'œil gauche 27 sous trithérapie. À la lampe à fente, voici cataracte, gonioscopie angle ouvert et au fond d'œil, une papille bien excavée. Voici l'OCT, donc avec des altérations assez importantes, cellules ganglionnaires, fibres, pertes diffuses. Et on voit à niveau de champ visuel, on voit une progression sur le champ visuel, voilà, on voit un peu plus grand. Donc une légère progression qu'on peut apprécier et un champ visuel sans doute attente. Donc ici nous avons un glaucome modéré vers avancé et non contrôlé. Qui ferait chirurgie seulement de cataracte? Peut lever la main. Personne, c'est bien. Qui ferait chirurgie combinée? Parfait, tout le monde, nous sommes tous d'accord. Et maintenant, quelle chirurgie? Qui ferait un iStent ou une chirurgie de bypass trabéculaire?
personne, c'est bien, nous sommes tous d'accord. Donc ici, il faut une chirurgie un petit peu plus puissante, donc notamment une chirurgie donc, de filtration, chirurgie trabéculectomie, sclérectomie ou simplement une chirurgie moins invasive, less invasive glaucoma surgery, ou les Américains les appellent encore les MIGS, mais MIPS avec un B de bulle, comme le Zen qu'on voit ici ou le Preserflow, ou simplement une chirurgie filtrante, phacotrap seraient des bonnes options. Anna, j'ai une question. Qui ferait en 2 temps? C'est-à-dire qui va faire cataracte? On parle de l'œil gauche. Hein. Remets-nous le champ visuel, s'il te plaît, juste le champ visuel. Là. Patient qui arrive avec 27 sous trithérapie, un angle parfaitement ouvert, qui fait la chirurgie en 2 temps, c'est-à-dire d'abord la cataracte, et puis il regarde ce que ça donne, et ensuite il fait la chirurgie filtrante dans une condition qui pense être meilleure. Qui fait ça? D'accord. Qui pense que c'est une mauvaise idée? Ça va, je suis rassuré. Je pense que chez ce patient, tu pourras dire ce que tu en penses, mais ce patient, il a déjà 27 sous trithérapie et un angle parfaitement ouvert. Ce malade-là, vous faites la cataracte seul, je pense que le lendemain, il a un fort risque d'avoir 50. Et compte tenu de sa progression, ce malade, 50, ce ne sera pas très bon pour lui. Alors vous me direz, oui, mais je prévois de faire la chirurgie filtrante dans la semaine qui suit. C'est dommage, on peut aujourd'hui faire des chirurgies combinées, on fait encore des chirurgies combinées, et je pense que, comme l'a bien montré Anna, l'œil gauche, c'est vraiment c'est l'indication pour moi d'une chirurgie combinée. Après, on peut discuter à quoi on combine la cataracte. Est-ce qu'on combine un Preserflow? Est-ce qu'on combine une sclérectomie profonde? Si effectivement on maîtrise, c'est une belle intervention, cataracte, sclérectomie profonde. Et je pense que ça, c'est vraiment un cas où il faut faire une combinée. Il y a encore des indications de combiner quand vous avez une indication de cataracte et de chirurgie filtrante. Ce malade-là, il aurait déjà été opéré de la cataracte, on l'opérerait de chirurgie filtrante. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Pareil, même si d'une façon générale, j'essaie d'être plus séquentiel, mais là, c'est difficile d'être séquentiel. Voilà. Et l'iStent, non? Ah bah l'iStent, non. Moi, j'irais même plutôt à la sclérectomie d'ailleurs qu'un Xen, qu'un Preserflow, Xen sur ce cas-là, oui. Exactement. Donc, on va discuter un petit peu l'évidence scientifique derrière ces conclusions. Mais si on peut séparer dans une chirurgie filtrante traditionnelle, on pourrait le faire, effectivement, cataracte à bord. Mais là, on ne peut pas attendre. On est en train de se dégrader. La tension n'est pas contrôlée. Ça va être pire après chirurgie de cataracte. Il faut absolument faire combiner. Voilà les exemples. Cas clinique numéro 3 qui vient pour un avis cataracte premium et glaucome angle ouvert, vision 7 sur 10, PIO 20, mais ici avec une cornée bien épaisse et sous bithérapie, et à l'œil gauche PIO 18 avec cornée épaisse bithérapie. Il a effectivement sa cataracte, angle ouvert et papille glaucomateuse, et on apprécie ici un OCT qui n'est pas si altéré que ça, comme vous allez voir. Donc à l'œil droit, on voit une perte focale. Je ne sais pas si c'est un laser. Bon, mais on voit dans la petite zone blanche perte focale très spécifique de glaucome, malgré les cellules ganglionnaires qui ne sont pas si altérées. À l'œil gauche, cellules ganglionnaires qui sont très bien, et à l'œil gauche, à niveau de fibres, les fibres ne sont pas si mal que ça. Donc ça reste en glaucome petit. Pour voir quel niveau on voit là le champ visuel. Donc glaucome débutant à droite et prépérimétrique à gauche. Aux suspicions de glaucome à gauche. Donc, chirurgie, oui. Chirurgie combinée, on verra. Mais en plan, qui choisirait un plan monofocal? Ah bon? Alors, monofocal, tu veux dire monofocal plus? Est-ce qu'on lance les EDOF? Qui choisirait monofocal plus? Et qui choisirait un EDOF? Et qui ferait un multifocal? Donc habituellement, je suis très contre les multifocaux, mais selon l'âge, ça pourrait être une exception parce que les cellules ganglionnaires sont bien, mais il faut penser à l'avenir. Voilà. Le glaucome va diminuer le contraste et les implants multifocaux vont aussi diminuer le contraste. Anna, tu peux remettre l'OCT? En fait, le GCC, c'est moi qui ai mis le cas, donc effectivement, je le connais mieux qu'Anna, celui-là. Si vous regardez bien le GCC, en fait, le GCC, l'atteinte perte en fibre passe au-delà du GCC. Donc le malade, il a perdu des fibres sur, vous voyez, sa papille droite, mais le GCC est encore
Il paraît normal parce qu'il est vert, mais il n'est pas complètement normal. Il y a déjà, si vous regardez en haut sur le GCC, il y a déjà perdu. Et puis la perte en fibre, elle est au-delà du GCC. C'est vrai que nous, glaucomatologues, on a une vision 58 ans. Moi, j'ai vraiment une vision à long terme de ces patients qu'une fois, je les ai reçus en consultation, ils me suivent pendant 20 ans. Effectivement, moi, typiquement, ce malade-là, je pense que c'est une mauvaise idée d'aller mettre un multifocal. Parce que, certes, aujourd'hui, il a ça. Mais je peux vous dire que dans 10 ans, ce malade-là qui a déjà ça, il ne sera pas comme ça dans 10 ans. Mais tu mettrais quand même un EDOF, peut-être? Moi, personnellement, n'étant pas un chirurgien récrastique, je considère que l'EDOF et le multifocal dans ce type de malade-là, moi, je les mets un peu dans le même panier, je dois dire. Là, j'autoriserais effectivement, moi, je mettrais éventuellement un monofocal plus en fonction de la demande du patient. Monofocal plus, ouais. Mais j'irai pas sur des implants de système réfractif, diffractif, tout ça. Moi, je pense que ça sera peut-être bien pendant 5 ans, 10 ans, mais ce malade, il a 58 ans, à 70 ans. J'ai peur qu'il soit très malheureux avec son implant. Penser à l'avenir, ouais. Oui. Mais je pense qu'on a quand même la marge pour mettre un EDOF. Un EDOF monofocal plus, c'est sûr. EDOF, je pense qu'on pourrait bien s'en sortir parce que malgré tout, on a quand même un glaucome assez contrôlé. On n'a pas trop de dégâts, mais évidemment, il est très jeune. Donc multifocal, attention. Il paraît contrôlé, mais il y a quand même une asymétrie des deux nerfs optiques. Même dans le vert, c'est du vert, mais c'est pas le même vert. Et le problème, il est là aussi, c'est qu'il est jeune, et le nerf optique droit, il a dû quand même pas mal bouger, quoi, parce qu'il y a 20 ans, il ne devait pas avoir ce nerf optique-là, quand même. Il devait être un peu plus symétrique, probablement. Donc moi, je serais quand même un peu inquiet à long terme sur le nerf optique droit. C'est vrai que j'ai jamais mis un multifocal dans un patient avec glaucome. Ça viendra peut-être, mais il faut que le patient comprenne l'avenir. C'est intéressant, tu vois, de voir la discussion. Notre confrère rétinologue qui était là juste avant, il dit mais moi je vois plus de mécontents d'implants multifocaux et j'ai envie de dire, moi en tant que glaucomatologue, je vois beaucoup de patients très malheureux qui ont effectivement et qui sont très gênés par des scotomes qui sont finalement peut-être qu'un sujet qui aura un monofocal avec ce déficit du champ visuel serait moins gêné que ce patient qui a effectivement un déficit du champ visuel et un multifocal. Donc je pense qu'il faut être prudent quand on met ces choses-là et se dire, bon ok, il sera bien pendant 5 ans, 10 ans, mais il a 58 ans, il a encore, on va dire 30 ans d'espérance de vie devant lui. Comment il sera dans 20 ans avec son glaucome? Je pense que c'est vraiment important d'avoir cette notion-là quand vous implantez ces patients. Et c'est intéressant parce qu'on m'envoie aussi des cas d'explantation d'implants parfois quand les patients sont mécontents et on m'envoie des multifocaux mais on m'a jamais envoyé des monofocaux. Donc à tenir en compte. Donc si le patient signe oui multifocal mais je comprends les risques d'ici 10 ans et le patient signe ça peut-être, sinon moi je serais encore partante pour un EDOF mais sinon monofocal plus. Donc voici la discussion entre l'implant, qu'on ne peut pas dire le nom, mais qui sponsorise la session à gauche, un plan quadrifocal qui se comporte comme un trifocal, le EDOF et le monofocal plus qui serait le bon choix à mon avis pour ce patient. Et est-ce qu'on peut discuter aussi une minute des implants toriques du coup, comme on est un peu dans les premiums, et Antoine et Pierre-Yves des implants toriques chez les patients qui ont une cataracte et un glaucome. Alors on peut, voilà la question, un patient qui a une cataracte avec un astigmatisme et un glaucome débutant modéré, est-ce que vous limitez un torique? Est-ce que vous pensez que peut-être un jour il y aura une chirurgie filtrante avec une modification du cylindre? Contre-indication absolue ou pas? Ah non, dans le cas que tu évoques, moi je mets un torique sans problème. Je peux discuter éventuellement le produit d'un torique si on est sur un astigmatisme avec des grosses bulles pas belles, un peu irréguliers, des yeux un peu mous, etc. Là, évidemment, je n'intégrerai pas forcément l'astigmatisme dans la réflexion. Mais sur ce que tu racontes, c'est un astigmatisme naturel. Je vais le traiter. Et puis les chirurgies, certes, peuvent être un peu astigmatogènes. Ok, mais il ne sera peut-être pas opéré. Enfin, je veux dire, pendant peut-être très longtemps, il sera quand même très content d'avoir une réfraction quand même plus ciblée. Donc là je n'ai pas d'arrière-pensée. Moi, je partage totalement cette analyse. Je pense que quand même, le sujet glaucomateux qui arrive à l'âge de la cataracte, qui n'a pas été opéré, a quand même une probabilité moins grande que les autres d'être opéré par rapport à un sujet glaucomateux plus jeune. Donc je partage cette analyse. Je pense qu'il faut lui faire bénéficier d'un implant torique. Là où moi, je ne mets pas de torique, c'est sur les chirurgies combinées phaco-filtrantes. Parce qu'on sait qu'une chirurgie filtrante, une sclérectomie profonde, une trabéculectomie va induire un astigmatisme qui est imprévisible. Et donc c'est vrai que dans ce cas-là, je ne mets pas. Mais un sujet glaucomateux chez qui j'ai décidé de faire la cataracte, en général avec quelque chose en plus,
parce que tu l'as bien dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, quand on fait la cataracte chez un sujet glaucomateux bien équilibré sous traitement médical, il faut lui mettre un système trabéculaire, je dirais. C'est remboursé, il n'y a aucune raison de ne pas lui faire bénéficier de ça. Et à ce moment-là, effectivement, un torique, Phaco-Eisten torique, ça passe très bien. Hein. Je ne sais pas si toi aussi, tu as Moi, je suis tout à fait de cet avis-là, oui. La seule chose, donc oui, complètement d'accord. La seule chose, c'est pour chirurgie filtrante, encore une fois, il faut que le patient signe, entre guillemets, qu'il comprend bien qu'on a une non-prévisibilité de l'astigmatisme. Donc on corrige l'astigmatisme, même dans les chirurgies filtrantes, mais on ne peut pas garantir la prévisibilité du résultat. On peut quand même avoir un astigmatisme. Alors, je crois qu'on a eu un regard avec Béatrice. Moi, sincèrement, dans toutes mes phacosclectomies, dès qu'il y a un cylindre d'une dioptrie ou plus, je mets un torique. Et pour moi, la sclérectomie profonde ne génère pas d'astigmatisme. Et la trabéculaire peut générer. C'est vrai que surtout lorsque la conjonctive a été rétractée, qu'on a serré nos fils, autant dans une trappe, je réserve des astigmatismes cornéens plus marqués, je mets quand même du torique, mais pas une dioptrie. Par contre, pour la phacosclectomie, il n'y a aucun problème. Mais bon, c'est une question de... C'est vrai que Pascal Amar avait repris ces séries de sclérectomie profonde et on est assez surpris de l'influence que ça peut avoir sur l'astigmatisme. Le volet d'une sclérectomie profonde, il est plus grand. Ton volet scléral d'une sclérectomie profonde est plus grand qu'une trabéculectomie. Tu vas amincir finalement la sclère et les résultats, c'était intéressant de voir que c'est difficilement prédictible. Hein. Alors, moi, sincèrement, ça marche bien. Et après, ça dépend comment on l'a fait aussi. J'ai même une anecdote d'impatience. Tu vois, que j'ai fait un torique sur un côté, l'autre œil, j'avais hésité, j'étais quand même très abîmé. Le patient m'a reproché de ne pas avoir mis de torique sur le deuxième œil. Mais pourquoi il ne m'a pas mis un implant torique? Il était prêt à payer, d'ailleurs, la différence. Et il l'a sincèrement reproché. Béatrice, peut-être que tu as un avis là-dessus aussi? Si tu m'as regardé. Non, en fait, je voulais juste rappeler qu'on a une session réfractive et que vous allez nous conduire au suicide, là, tous. Parce que je pense quand même qu'il y a des patients, enfin, je veux dire, on a maintenant une gamme d'optiques. Rappelez-vous, on a démarré avec social vision. C'est-à-dire qu'il y a aussi le bonheur visuel. Donc, il faut toujours, avec tact et mesure, réfléchir à quel implant et jusqu'où on peut pousser la barre pour être dans ce compromis bénéfice-risque. C'est-à-dire un patient heureux sur le plan visuel, tout en faisant effectivement pas jouer le kamikaze, c'est-à-dire avoir des situations où, par rapport à une rétine, par rapport à une cornée, on s'expose évidemment à un danger pour les lire au long cours. Mais là, maintenant, on a quand même 20 ans de recul avec les implants multifocaux. Ils sont quand même pas tous aujourd'hui, avec un nerf agonique, avec une menace rétinienne. On a en plus la réponse. Les rétinologues, moi j'ai rétinologue, une série de 3 givrés qui mettent des multifocaux, les 3 rétinologues. Et donc en fait, je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à positionner les progrès de l'optique par rapport à cette situation des pathologies du vieillissement. Et je voulais juste, je voulais juste redire, vous êtes quand même en congrès de la Saphir, donc ne nous déprimez pas trop, on se bat pour défendre les progrès de l'optique, et il y a de la place, et il y a de la place pour mettre quand même ces implants et ces progrès de l'optique dans ces patients-là. Donc on vous remercie de nous apprendre à bien être vigilants sur l'OCT, du nerf optique, de la macula de l'autre côté, le spéculaire, mais je pense qu'avec tact et mesure, on peut positionner les implants. Merci beaucoup, Béatrice. C'est bien de remettre... C'est vraiment la rigueur de l'examen préparatoire qui est importante aussi. Et comme tu le dis, par contre, moi je pense que l'idée générale, c'est dans le doute, on s'abstient. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans le doute, on s'abstient. Dans le doute, on s'abstient. Chaque patient est un cas particulier, donc c'est vraiment un traitement sur mesure, que ce soit réfractif et puis... Je suis d'accord, hein. Effectivement, je pense que tu as bien résumé, dans le doute, on s'abstient. Et l'évolution du glaucome, c'est le doute. C'est ça. Parce que l'évolution passée, c'est vrai aussi pour la finance, ne préjuge pas des résultats futurs. Et vous avez tous, j'imagine à la Saphir aussi, vous le savez, comme moi dans le glaucome. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut rester prudent. Et moi, j'ai beaucoup de doutes sur certains malades, des malades jeunes, comment est-ce qu'ils vont évoluer plus tard. Et je pense qu'effectivement, il faut leur faire bénéficier des solutions les plus adaptées, mais toujours en se disant, tiens, comment celui-là, il sera dans 20 ans ? Est-ce qu'il sera content avec son multifocal? Est-ce qu'il sera finalement aussi content avec un monofocal? Je pense que c'est important aussi d'avoir cette vision. J'ai vu des patients glaucomateux implantés avec des trifocaux qui ne voient rien la nuit déjà et qui sont très très gênés. Et après, aller explanter sur un glaucome avancé à 0,9 un implant trifocal, c'est un danger, une prise de risque qui est majeure. Mais un patient qui, là pour le coup, socialement, est vraiment plus qu'impacté. Il est handicapé. Donc attention quand même, c'est vrai, il y a les deux versants. En fait, sur le terrain glaucomateux, il y a quand même une chose importante, c'est de les classer en progresseurs rapides ou pas progresseurs, parce qu'ils arrivent à la cataracte. Si effectivement, comme le disait Antoine tout à l'heure, ils n'ont pas été très progresseurs,
il ne va pas se passer grand-chose. Oui, Donc là, mais la progression va dépendre de leur état. S'ils font une apnée du sommeil, s'ils font un infarctus ou je ne sais quoi, il y a quand même des conditions de la vie telles que la ligne de progression n'est pas toujours celle de la réalité de la vie. On est bien d'accord. Mais savoir ce qui va se passer dans les 10 dernières années, évidemment, si les facteurs vasculaires tombent, les facteurs neurologiques tombent, effectivement, il bénéficiera moins de sa multifocalité ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il faut quand même se méfier, effectivement. En tout cas, les progresseurs rapides, etc., on va se battre et la multifocalité ne sera pas essentielle. Mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Enfin, après, ça dépend où on va. Dans nos consultations, il y en a beaucoup quand même. On met moins de multifocaux, que... Ah ben, nous, on voit entre la cornée et le glaucome, évidemment, on voit que des gens... On est biaisés, nous. Moins 80%, ils sont monophthalmes quand je les vois déjà. Donc, la question se pose moins, tu vois. On avance. Sur ces belles paroles, vite fait. Donc, ce cas, je connais bien. Celui-là, c'était mon patient venu pour avis chirurgie combinée, 4 sur 10, PIO 10, mais attention, la cornée est extrêmement fine, pas d'antécédent de chirurgie réfractive, 10 donc sous bithérapie à droite, 20 sous bithérapie à gauche et glaucome pseudo-spholiatif, angle bien ouvert, Schaffer 4, pigmentation trabéculaire, irrégulière, ligne de Saint-Paolesi, amincissement diffus. Voici le CT extrêmement altéré des deux yeux. Et voici le champ visuel. Donc, on a une attente centrale à l'œil droit, donc c'est glaucome pseudo-spholiatif avancé. Et à gauche, on a encore plus d'attente campimétrique. Alors, quel est l'opéré? Levez la main si vous êtes d'accord d'opérer l'œil gauche. Personne ne va opérer l'œil gauche? Levez la main. Donc oui, l'œil gauche a indication chirurgicale. Levez la main si vous opérez l'œil droit. Aussi, exactement. Donc, on va faire chirurgie des deux yeux. Là, on a une attente centrale. Donc, la question en plan multifocal très, très intéressante, qui sera peut-être différente d'ici 5 ans, je ne sais pas. Mais là, ça ne se pose pas parce que ça touche le centre. Donc, le contraste est déjà diminué. Donc, on ne pense pas à un plan multifocal là. Sinon, œil droit mérite quand même chirurgie. Après, est-ce qu'on fait simplement une chirurgie de cataracte? Ça pourrait le faire, mais le problème, c'est que dans ce glaucome avec attente centrale, si on a un pic d'hypertonie, on va perdre encore de champ visuel et on va avoir une vision qui va baisser un patient très, très insatisfait. Donc, les options possibles, on a plusieurs. C'est le bypass trabéculaire, iStent, iDros sont corrects, Helios correct aussi. Canule de Trans, c'est un dispositif de lavage trabéculaire, c'est encore nouveau, on ne connaît pas beaucoup les résultats, mais en tout cas, c'est très, très sécurisé, donc ça serait des options correctes. Une goniotomie serait possible. En GATT, c'est une ouverture du canal de Schlemm sur 180 degrés. Ça marche très très bien dans les glaucomes pseudo-spholiatifs. Il faut savoir, techniquement c'est un peu compliqué et on peut avoir un peu d'hémorragie qui donne des pics hypertensifs, donc ça ne serait pas idéal. Donc toutes les autres options, les risques sont plus nombreux que les avantages. Donc pour l'œil gauche, c'est un cas différent parce qu'on a 20 mm de mercure sous bithérapie avec une cornée très fine et un glaucome très avancé. Donc le bypass trabéculaire va être insuffisant. Il faut faire donc une chirurgie filtrante moins invasive ou simplement une sclérectomie. Donc cataracte et sclérectomie, c'est bien. Cataracte et Préserflow pourraient être bien. Le Zen et le MIMS, à mon avis, peuvent être un petit peu non suffisantes. Donc je les ai mis au milieu entre options insuffisantes et correctes. Trabéculectomie serait possible, mais avec plan de suture relargable pour éviter une hypotonie. Est-ce qu'on peut passer la vidéo en haut? Donc, on a fait Préserflow et dans ce cas-là, avec suture relargable pour diminuer l'hypotonie. Donc, je vous montre ici la technique avec éthylon 9,0. Avec le bout sans aiguille de l'éthylon, je le mets dans le Préserflow. C'est pas si simple que ça a l'air dans la vidéo. Puis, avec le bout de l'aiguille, je fais épisclérale cornée, cornée épisclérale. Et comme ça diminue les pics d'hypertension possibles post-opératoires qui pourraient nous abîmer encore le champ visuel. On peut passer la vidéo en bas, s'il vous plaît, puis à la lampe à fente, puis on ferme. À la lampe à fente, c'est très facile à enlever. Si vous passez la vidéo en bas, s'il vous plaît. C'est une vidéo que je mettais avec mon portable directement et avec l'autre main, je tirais parce que c'était une lampe à fente qui n'avait pas de vidéo.
Donc la vidéo en bas, ça prend 30 secondes. Je voulais juste vous montrer, basiquement, on tire sur l'anse avec une pince et puis on le tire et c'est vraiment une technique nette et intéressante. Donc chirurgie filtrante nécessaire à mon avis, même si c'est la moins invasive. Pour ce patient, une sclérectomie aurait aussi fonctionné. Voilà, donc vous voyez la vidéo en bas avec une petite pince. Bon, je pense qu'on peut avancer. Vous allez me croire, c'est super facile, la vidéo passe pas. Ah voilà, c'est déjà passé. Par les 30 secondes de évidence scientifique et pourquoi on a parlé de tout ça. Donc, pic d'hypertonie jusqu'à presque la moitié des glaucomes sinus-filatifs. Donc, c'est en faveur d'associer une chirurgie du glaucome. Glaucome avancé, on a un risque de 1% à 5% de perte de fixation centrale post-chirurgie du glaucome, donc un argument de chirurgie moins invasive. Chirurgie combinée cataracte et glaucome, donc chirurgie filtrante plus cataracte, peut être moins efficace, mais chirurgie, selon toutes les études que vous voyez là-bas, notamment une étude qui a rassemblé plus de 66 000 yeux, et en revanche, chirurgie combinée cataracte et mix, ça a un effet synergique. Si l'angle est fermé, la chirurgie de cataracte va diminuer significativement la pression. Donc, on pourra faire une chirurgie de glaucome plus petite. Si l'angle en revanche est ouvert, la chirurgie de cataracte va diminuer de façon plus légère et plus temporaire la PIO. Et pour vous dire, donc ça c'est pas un vrai cas clinique, juste pour vous dire que quand on a une trabéculectomie, et ça vous avez beaucoup, on a une trabéculectomie, on veut faire une cataracte, malheureusement, on a un risque que ça se décompense ensuite. On peut repasser la vidéo. Et pour diminuer ce risque, pour tous les patients, je fais chirurgie de cataracte dans un patient avec une trabéculectomie. Vous voyez, j'utilise un verre d'Ahmed et avec un sample, peu importe, en Sipser, je rentre à travers l'ostium interne et je fais un needling ab interno. Ça prend 30 secondes et vous voyez la différence à niveau de bulle que cette patiente a entre opératoire. Donc pour diminuer le risque dans l'avenir. Et en conclusion, le glaucome est irréversible, donc il faut quand même agir à temps. En plus, on a de moins en moins de techniques moins en moins invasives qui ont moins de risques et on a une synergie entre les mix et la chirurgie de cataracte. En revanche, pour chaque patient, il faut choisir l'option qui soit évidemment la moins risquée, mais aussi la plus probable d'avoir l'accès. Donc, il est très important de voir le niveau du glaucome, la PIO, parler avec le patient et c'est une maladie à vie, donc on est là pour soigner le malade surtout. Donc il faut une bonne discussion, une bonne relation avec le patient. Merci. Merci Anna. Dans les cas cliniques, c'est vrai qu'on a choisi ces cas cliniques ensemble. On aurait dû mettre un cas clinique avec un angle irido-cornéen fermé, voire étroit, parce que c'est vrai que c'est des cas parfois où on va faire la cataracte seule ou la cataracte avec un mix sans forcément aller vers une filtrante, et où on va obtenir une baisse de pression importante parce que ça va jouer sur l'ouverture de l'angle. On en discutait avec Pierre-Yves, on aurait pu mettre un cas comme ça. C'est vrai que c'est certains cas où effectivement la cataracte seule peut avoir un intérêt. Alors peut-être jamais toute seule avec un drain trabéculaire, par exemple, ça peut représenter un intérêt. Et ça nous permet de diminuer l'invisibilité du geste. Donc si l'angle est fermé, on ne va pas nécessairement aller à un phacotrab, on va diminuer un petit peu et aller plus vers une chirurgie micro-invasive parce qu'on sait que l'ouverture de l'angle va être très efficace. Merci beaucoup Anna, et je pense que s'il y a juste une chose à retenir, en tout cas pour nous, vous chirurgiens de la cataracte, c'est qu'il y a un quart des patients que vous voyez pour une cataracte qui ont une hypertonie ou un glaucome, au moins débutant, donc il faut forcément réfléchir à cette situation qui est particulière et l'appréhender de manière différente d'une cataracte classique, soit en ajoutant un traitement chirurgical du glaucome adapté à la situation, et puis une réflexion aussi sur le choix de l'implant. Voilà, merci beaucoup d'avoir tenu le coup jusqu'au bout. On a complètement dépassé le timing, désolé. Merci Antoine et Anna. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Donc merci aux intervenants, merci au public d'être resté tard, d'être venu gentiment. On vous invite au cocktail dînatoire traditionnel qui a lieu juste derrière et on lance le dernier jingle qui lance les hostilités pour demain.